Lors d'un dîner de famille, mon mari s'est moqué et m'a dit de connaître ma place, disant que je n'accomplirais jamais rien avec 2 jeunes enfants. 1 an plus tard, je lui ai prouvé qu'il avait tort devant tout le monde. Je me suis figé en le voyant. Marc, mon ex-mari, assis au bout du restaurant avec un verre de vin à la main, riant de ce rire familier que je trouvais autrefois charmant. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer, comme si le monde était devenu silencieux, et tout ce que je pouvais entendre était les battements de mon propre cœur. L'endroit était élégant, plein de lumière chaude et de musique douce, et j'étais entré en m'attendant à un dîner tranquille avec Ethan, mon collègue, qui était devenu l'une des rares personnes en qui j'avais confiance depuis le divorce. Mais au moment où mes yeux se sont posés sur Marc, tout l'air a semblé disparaître. Son dos était droit, son costume parfaitement coupé, ses cheveux coiffés de la même manière qu'avant chaque réunion d'affaires. Il ressemblait exactement à l'homme que j'avais épousé, et pas du tout à l'homme que j'avais quitté. Ethan a remarqué mon regard et s'est penché plus près. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, presque prudente. J'ai dégluti, forçant un hochement de tête. « Oui, c'est Marc. » Les yeux d'Ethan se sont adoucis. « Tu veux partir ? On peut aller ailleurs. » J'ai secoué la tête. « Non, ça va. » Mais ça n'allait pas. Mes paumes étaient moites, ma poitrine serrée. Je n'avais pas vu Marc depuis plus d'1 an. Pas depuis que j'avais fait mes valises avec les enfants et quitté notre vie ensemble. Je pensais avoir enterré chaque morceau de lui sous le poids des longues nuits, des petits boulots bizarres, de l'épuisement d'élever des jumeaux seuls, et la lente reconstruction de qui j'étais censé être. Et pourtant, le voilà, riant avec la même arrogance qui me faisait autrefois me sentir petite, inutile, piégée. Marc ne m'avait pas encore remarqué. Il était trop occupé à charmer les gens à sa table. J'en ai reconnu 2, ses anciens partenaires commerciaux, ceux qui nous invitaient à des dîners chics où je me sentais toujours comme une étrangère. Il lui souriait comme s'il était intouchable. J'avais l'habitude de lui sourire comme ça aussi. J'ai attrapé mon verre d'eau, mes mains tremblant légèrement, et j'ai pris une gorgée pour me reprendre. Ethan a posé sa main sur la mienne brièvement, me rappelant à la réalité avant de la retirer. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé à nouveau. « Oui, c'est juste étrange de le voir après tout ça. » Ethan m'a fait un signe de tête qui disait qu'il n'insisterait pas. Il s'est tourné pour faire signe au serveur, me laissant de l'espace, et j'ai profité de ce moment pour respirer vraiment, car au fond de moi, je savais pourquoi je me sentais ainsi. Ce n'était plus la peur de lui. C'était le choc de voir le chemin parcouru et à quel point il était resté exactement le même. J'ai regardé Marc à nouveau, mais cette fois, je n'ai pas vu l'homme qui m'avait brisé. J'ai vu un souvenir, un chapitre que j'avais refermé. Pourtant, cela me faisait me demander comment tout avait commencé. Comment j'avais pu me laisser croire en une vie qui n'était pas vraiment la mienne, et pourquoi il m'avait fallu si longtemps pour m'en aller. Mes doigts ont effleuré le bord de mon téléphone posé sur la table. Son reflet a capté la lumière ambrée du restaurant, m'aveuglant presque pendant une seconde, et c'est là que ça m'a frappé. Il y a 1 an, je n'aurais pas été ici. J'aurais été à la maison, à attendre qu'il rentre de réunion tardive. Me demandant si j'avais bien cuisiné le dîner, me demandant pourquoi il me regardait à peine. J'aurais été plus petite, plus silencieuse, quelqu'un qui pensait qu'exister dans l'ombre de quelqu'un d'autre suffisait. Mais ce soir, j'étais là selon mes propres termes, dans mes propres vêtements que j'avais achetés avec mon propre argent, sur le point de dîner avec quelqu'un qui me respectait vraiment. Pourtant, la vue de Marc m'a ramené dans le passé, au choix qui m'avait mené à ce moment précis, à ma première rencontre avec lui, quand je croyais encore que l'amour seul pouvait rendre quelqu'un heureux pour toujours. J'ai exhalé lentement et je me suis murmuré, comment suis-je arrivé là comme ça ? Et avec cette pensée, mon esprit a dérivé, retournant au début. J'ai grandi dans un petit appartement à la lisière de Springfield, Illinois. Ce n'était pas grand-chose. Une chambre, un salon, une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes, mais c'était à nous. Juste moi et ma mère. Elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique locale, rentrant souvent tard avec les yeux fatigués, mais un sourire qui ne semblait jamais s'estomper. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, et je le savais dès le début. Il y avait des semaines où le dîner signifiait des macaronis avec une sauce tomate en conserve, et notre idée de dessert était du pain grillé avec du sucre saupoudré dessus. Mais ma mère n'a jamais fait sentir que nous étions pauvres. Elle a fait en sorte que nous nous sentions en sécurité,
comme si le monde extérieur à notre petit appartement ne pouvait pas nous toucher. Elle me disait toujours, Ava, tu n'as pas besoin que le monde te donne des choses. Tu as juste besoin de savoir ce que tu veux et de travailler pour l'obtenir. Et je la croyais. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai adoré les langues. Je m'asseyais près de notre petite fenêtre, regardant les lumières de l'autoroute au loin, répétant des mots aléatoires trouvés dans des livres de bibliothèque, espagnol, français, même des bribes d'allemand. Les mots me fascinaient, comment ils pouvaient signifier la même chose mais sonner complètement différemment selon qui les disait. Au lycée, c'était clair. Je voulais être traductrice, quelqu'un qui pouvait prendre des mots et connecter des gens qui ne partageaient même pas une langue. Cela semblait puissant, comme une sorte de magie. C'est comme ça que j'ai rencontré le professeur Richard Cole. Enfin, rencontrer est un mot fort au début. Il était conférencier invité dans notre école, un homme grand aux cheveux argentés et à l'énergie qui remplissait la pièce. Il parlait de la façon dont la langue n'était pas seulement une communication, c'était une connexion. La façon dont il expliquait les choses, on pouvait sentir à quel point il aimait ce qu'il faisait. Des années plus tard, quand je suis entré dans le programme de langue de l'université, j'ai fini dans sa classe et il s'est souvenu de moi. Tu es la fille qui a posé des questions sur les expressions idiomatiques ce jour-là, n'est-ce pas? A-t-il dit, souriant comme si nous étions de vieux amis. Il est devenu mon mentor, celui qui croyait en moi quand je n'étais pas sûr d'être assez bonne. Il m'a aidé à obtenir mon premier vrai emploi dans une agence de voyage, traduisant des documents et aidant des clients étrangers. Ce n'était pas glamour, mais j'ai adoré. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être sur la bonne voie, de construire quelque chose pour moi-même. À l'époque, j'étais timide mais pleine d'espoir. J'avais des amis, mais je ne sortais pas beaucoup. La plupart du temps, je passais mes soirées à étudier ou à faire des heures supplémentaires. Je me disais que j'avais tout le temps du monde pour la romance une fois que j'aurais une carrière stable. Ma mère était fière de moi. Elle disait, tu vas faire des choses incroyables, Ava. Et je la croyais parce qu'elle ne m'avait jamais menti. Mais la vie a un moyen de vous surprendre. Parfois, peu importe à quel point vous êtes prudente ou à quel point vos plans semblent clairs. Une personne, une décision peut tout changer. Pour moi, cette personne était Mark Thompson. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai pensé qu'il était tout ce que j'attendais. Confiant, gentil, prospère. Il me regardait comme si j'étais quelque chose de rare, quelque chose qui méritait d'être remarqué. Et pour une fille qui avait passé la majeure partie de sa vie à se fondre dans l'arrière-plan, cette attention ressemblait au soleil après un long hiver. En y repensant maintenant, je réalise à quel point il est dangereux de confondre attention et amour. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le voir. Je ne voulais pas. J'étais sur le point d'échanger des années d'indépendance prudente contre l'idée de sécurité, pour quelqu'un qui promettait que je n'aurais jamais à lutter comme ma mère. Je pensais que c'était le bonheur. Je pensais que l'amour signifiait ne plus jamais s'inquiéter. Je me trompais. Et pourtant, si je suis honnête, une partie de moi est reconnaissante. Parce que sans Marc, je n'aurais pas appris à quoi ressemble la vraie force. Et je ne serais pas qui je suis maintenant. Mais je ne savais rien de tout cela à l'époque. À l'époque, tout ce que je voyais, c'était un homme qui semblait pouvoir réaliser tous mes rêves. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai rencontré Marc un mardi après-midi ordinaire, le genre de jour où l'on ne s'attend pas à ce que sa vie change. Je travaillais à la réception de l'agence de voyage, triant une pile de demandes de réservation. Le bureau sentait légèrement le café et l'encre d'imprimante, le mélange habituel. C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir et je l'ai vu entrer. Il était plus grand que la plupart des hommes que j'avais rencontrés, vêtu d'un costume gris sur mesure, les chaussures suffisamment cirées pour capter la lumière fluorescente. Il se tenait comme s'il possédait chaque pièce dans laquelle il entrait. Et la façon dont il souriait, charmant, confiant, presque désarmant, me faisait oublier ce que j'étais en train de faire. « Salut », a-t-il dit, la voix grave et douce. « Je suis ici pour mettre en place un compte de voyage d'entreprise pour mon équipe, Mark Thompson. » J'ai hoché la tête, soudainement consciente de la façon dont je lissais mes cheveux sans réfléchir. « Bien sûr, je suis Ava. Laissez-moi vous aider. » Nous avons passé les 30 prochaines minutes à examiner les options, les destinations et les prix. Il écoutait attentivement, posait des questions intelligentes, et chaque fois que nos regards se croisaient,
il y avait cette lueur de quelque chose comme s'il me connaissait déjà. Quand il est parti, il m'a fait le même sourire. Vous êtes très bon dans ce que vous faites, Ava. C'est rare de trouver quelqu'un qui prête attention à ce genre de détails. Je me souviens avoir rougi, bredouillé quelques remerciements maladroits, puis l'avoir regardé sortir de la porte comme s'il appartenait à un autre monde, un monde bien plus brillant que le mien. Une semaine plus tard, il a rappelé pour me remercier de l'excellent service, et presque comme une pensée après coup, m'a demandé si j'aimerais prendre un café un jour. J'ai dit oui avant même que mon cerveau n'ait rattrapé ma bouche. Notre premier rendez-vous ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Marc parlait de son travail de gestion de projet pour une grande entreprise de construction et de la façon dont il aimait construire des choses qui durent. Il m'a parlé de ses projets de monter dans la gestion supérieure, peut-être même de créer sa propre entreprise un jour. Et il m'écoutait, écoutait vraiment, quand je parlais de mon amour pour les langues et de mes projets d'études supérieures. Tu es incroyable. Tu sais ça, a-t-il dit, me regardant comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Personne ne m'avait jamais regardé comme ça. Pour quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie à se fondre dans l'arrière-plan, l'idée d'être chéri, voire gâté, semblait enivrante. Bientôt, le café s'est transformé en dîner, et les dîners en week-end passés ensemble. Il choisissait toujours le restaurant, payait toujours l'addition, ouvrait toujours les portes pour moi. Je n'avais jamais été traité comme ça auparavant. Et je me suis convaincu que c'était ce à quoi l'amour était censé ressembler. Quelqu'un qui prend soin de vous pour que vous n'ayez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Quand Marc m'a demandé en mariage un an plus tard, c'était comme un rêve. Il l'a fait dans un restaurant chic devant tout le monde, s'agenouillant avec une boîte en velours à la main. Les gens ont applaudi quand j'ai dit oui. Ma mère a pleuré quand je l'ai appelée, disant « Tu mérites d'être heureuse, Ava. Tu mérites ça. » Et je l'ai cru. Je l'ai cru. À l'époque, je pensais avoir trouvé mon refuge, mon éternité. Je me disais que l'amour était synonyme de confiance, de se reposer sur quelqu'un qui avait promis de ne jamais vous laisser tomber. Je n'ai pas remarqué les petites choses. Comment Marc devait toujours choisir où nous allions. Comment il ne demandait jamais ce que je voulais, mais me disait ce dont j'avais besoin. Je pensais que c'était de la confiance, pas du contrôle. Je n'ai pas vu les drapeaux rouges. Je ne voulais pas. Tout ce que je savais, c'est que je me sentais choisi. Et pour une fille qui avait passé la majeure partie de sa vie à se fondre dans l'arrière-plan, ce sentiment était tout. Si seulement j'avais compris alors qu'être choisi n'est pas la même chose qu'être aimé. Mais à l'époque, je pensais que j'entrais dans la vie dont j'avais toujours rêvé. Et pendant un temps, cela semblait même en être ainsi. Le mariage avec Marc a commencé comme un conte de fées parfait. Nous avons emménagé dans son condo au centre-ville, un endroit 2 fois plus grand que l'appartement où j'ai grandi, avec des comptoirs en marbre, des fenêtres du sol au plafond et une vue qui me donnait l'impression de vivre enfin dans un autre monde. Au début, je pensais que j'étais heureuse. J'ai arrêté de travailler à l'agence de voyage parce que Marc disait, « Tu n'as plus à t'inquiéter de l'argent. Concentre-toi sur nous, sur la maison, sur notre future famille. » Cela semblait romantique à l'époque. Quelqu'un qui voulait prendre complètement soin de moi. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Les décisions n'étaient plus les miennes. Ce que nous mangions, où nous allions le week-end, même comment je décorais le condo, tout semblait venir avec l'approbation finale de Marc. Si j'achetais des coussins qui ne correspondaient pas à sa vision, il me donnait ce sourire poli et disait, « Peut-être que tu devrais les retourner, chérie. Nous ne voulons pas que ça ait l'air bon marché. » Je me suis dit que ça allait. Il avait bon goût, non? Quand je suis tombée enceinte quelques mois après le mariage, il était ravi. Des jumeaux, un garçon et une fille. Marc rayonnait pratiquement quand l'échographiste a dit « On dirait un de chaque ». Il m'a embrassé sur le front et a murmuré « Parfait. Juste parfait. » Mais la grossesse m'a durement touché. Les nausées matinales n'étaient pas seulement le matin. C'était toute la journée. Certains jours, j'avais à peine la force de sortir du lit. Marc essayait d'aider au début, cuisinant des repas simples, m'apportant du thé au gingembre, mais je pouvais voir sa frustration. Il murmurait des choses comme « Tu sais, ma mère a travaillé pendant toute sa grossesse. » Ou « D'autres femmes ne font pas comme si c'était la fin du monde. » J'ai ri à l'époque, pensant qu'il était juste stressé, mais au fond, ça faisait mal. Quand les jumeaux sont nés,
Aria et Liam, la vie est devenue un flou sans fin de repas, de couches et de nuits blanches. Je les aimais férocement, mais je me sentais aussi comme si je disparaissais. Mes cheveux étaient toujours en désordre. Mes vêtements avaient des taches de régurgitation, et la plupart des jours, je ne reconnaissais même pas la femme qui me regardait dans le miroir. Marc n'aidait pas beaucoup pour les repas de nuit. Je dois être alerte pour le travail, disait-il, se retournant pendant que je berçais deux nouveau-nés qui pleuraient à 3 heures du matin. Et quand je demandais de l'aide pendant la journée, il soupirait et me rappelait à quel point il travaillait dur pour subvenir à nos besoins. De petites remarques ont commencé à s'échapper, comme de petites fissures dans notre fondation. Tu avais l'habitude de t'habiller davantage. Tu te souviens quand tu portais des talons? Peut-être que si tu organisais mieux la maison, ça ne semblerait pas si chaotique. Ne sois pas si émotive, Ava. Les enfants ont besoin d'une maman calme. J'ai commencé à le croire. Croire que peut-être j'échouais, que peut-être je n'étais pas assez. Pas en tant qu'épouse, pas en tant que mère. Puis ma mère est tombée malade. Elle avait été mon roc toute ma vie. Et la regarder dépérir m'a brisé quelque chose. J'avais besoin du soutien de Marc, mais au lieu de cela, il est devenu distant. Il est parti pour plus de voyages d'affaires. Il est resté tard au bureau, et quand il était à la maison, son téléphone était toujours dans sa main. Le jour où ma mère est décédée, Marc m'a serré brièvement dans ses bras et a dit « Elle est dans un meilleur endroit ». Puis il est parti pour un dîner d'affaires. Je suis restée assise là, tenant nos jumeaux, les larmes trempant leur petite tête, et pour la première fois, je me suis sentie complètement seule. Même si mon mari n'était qu'à une pièce de distance, cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. J'avais construit tout mon monde autour de quelqu'un qui ne me voyait plus. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vu. Mais j'ai repoussé ces pensées. Je me suis dit que ce n'était que du chagrin, juste de l'épuisement. J'ai essayé d'être meilleure, plus silencieuse, plus facile à aimer. Je ne savais pas alors que la vraie tempête arrivait et qu'elle allait détruire tout ce que je pensais savoir sur notre mariage. Si seulement j'avais écouté cette petite voix dans ma tête qui murmurait, ce n'est pas comme ça que l'amour doit être. C'est arrivé un mardi soir, le genre de soir qui semble si ordinaire que jamais on ne s'attendrait à ce que son monde bascule. Marc avait laissé son téléphone sur la table basse avant d'aller prendre une douche. Rien que ça, c'était inhabituel. Il gardait son téléphone comme s'il était en or. Un message s'est affiché à l'écran. Je ne le cherchais pas, je le jure. Mais l'aperçu s'est allumé, clair comme le jour. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi, Lena. Mon souffle s'est coupé. Lena Ward. J'avais entendu son nom une fois auparavant. Quelqu'un de son bureau, une femme dont il avait parlé négligemment avant de changer rapidement de sujet. Ma main tremblait en déverrouillant le téléphone. Le code était toujours mon anniversaire, quelque chose qui me semblait presque cruel à ce moment-là. Et voilà. Des semaines, non, des mois de messages, de photos, de réservations d'hôtels. Ma poitrine brûlait comme si quelqu'un m'avait versé de l'acide dans la gorge. Je me sentais étourdi, comme si la pièce tournait et que je n'arrivais pas à suivre. Marc est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille, sifflotant comme si la vie était parfaite. Il s'est figé quand il m'a vu tenant son téléphone. « Ava, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était sèche, défensive. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je l'ai juste regardé, ma voix tremblante mais basse. « Depuis combien de temps, Marc ?» Il a ricané, passant une main dans ses cheveux mouillés. « Tu vas vraiment faire ça maintenant ? Ne sois pas dramatique. » Dramatique ? Ma voix s'est brisée, mais je n'ai pas reculé. « Tu as une petite amie, Marc. » Une petite amie ? Il a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas une petite amie. C'est compliqué. Écoute, Ava, tu as changé. Tout ce que tu fais, c'est parler de couches et de listes de courses. Tu t'es laissé aller. C'est la dernière fois que tu as pris soin de ton apparence ? Tu es ennuyeuse maintenant. Lena est différente. Elle tient vraiment à rester intéressante. Les mots ont frappé plus fort que la trahison elle-même. Ennuyeuse. Ménagère. Sans valeur.
Chaque sacrifice que j'avais fait pour lui et pour notre famille avait l'impression de s'être transformé en munitions entre ses mains. Quelque chose en moi a cédé. Je pensais que j'allais pleurer, supplier, peut-être même pardonner s'il demandait, mais non. Je me suis levé, serrant le téléphone comme preuve de ma propre clarté, et j'ai dit, j'ai terminé, Marc. Je pars avec les enfants. Il a ri. Ce même rire arrogant que j'avais autrefois trouvé charmant. Où iras-tu, Ava? Retourner dans cette boîte à chaussures que ta mère t'a laissée. Tu n'as pas travaillé depuis 6 ans. Tu n'as pas d'argent, pas de travail. Tu penses pouvoir t'en sortir toute seule? Tu reviendras en rampant, me suppliant de te reprendre. J'ai senti mes mains trembler, mais ma voix est restée stable. Je ne reviendrai pas en rampant. Pas pour toi. Pas jamais. Il a souri, croisant les bras. Très bien, pars. Je m'assurerai que tu reçoives le moins de pension alimentaire possible. Tu verras ce qu'est la vraie vie sans moi. Ce soir-là, après qu'il soit parti pour une réunion tardive, probablement avec elle, j'ai emballé l'essentiel pour moi et les jumeaux. Je n'ai pas pris grand-chose, juste ce que je pouvais mettre dans 2 valises, des vêtements, des couches, des papiers importants, et la photo de ma mère tenant les jumeaux le jour de leur naissance. En partant du condo, je m'attendais à ressentir de la panique, peut-être même du regret. Au lieu de cela, je me suis senti légère. Terrifiée, oui, mais libre d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les jumeaux dormaient paisiblement dans leur siège auto, inconscients que leur vie allait changer pour toujours. Je les ai regardés par le rétroviseur et j'ai murmuré, ça va aller. Je promets. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment cru mes propres mots. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose avec certitude. J'avais fini de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Recommencer avec 2 tout petits et sans revenus, c'était comme essayer de gravir une montagne pieds nus. J'ai emménagé dans le vieil appartement de ma mère, le même endroit d'une chambre où j'avais grandi. Il semblait plus petit que je ne m'en souvenais, mais c'était le nôtre. Aria et Liam étaient trop jeunes pour comprendre pourquoi leur berceau était dans la même chambre que mon lit, pourquoi leur jouet préféré était maintenant entassé dans un coin d'un espace à peine assez grand pour respirer. Mais ils se sont adaptés plus vite que moi. Les enfants ont cette façon de faire. Les premières semaines ont été brutales. J'ai postulé à tous les emplois que j'ai pu trouver. Caissière, réceptionniste, même des quarts de nuit à nettoyer des bureaux. J'ai décroché un emploi à temps partiel dans une petite épicerie, en remplissant les étagères avant le lever du soleil. Ce n'était pas glamour, et ça couvrait à peine le loyer et la nourriture, mais ça nous maintenait à flot. Chaque dollar ressemblait à une bouée de sauvetage. Il y avait des nuits où je pleurais doucement dans la salle de bain, ne voulant pas que les jumeaux entendent. J'ai pleuré pour la vie que je pensais avoir, pour la femme que j'étais autrefois, et pour la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Mais chaque fois que je sortais de cette salle de bain, je me forçais à sourire parce qu'ils avaient besoin que je sois forte, même quand je ne me sentais pas forte du tout. Puis un après-midi, alors que j'achetais quelques articles dans une supérette, j'ai entendu une voix familière. « Ava, c'est toi ?» Je me suis retourné et je l'ai vu. Le professeur Richard Cole, mon mentor de l'université. Il avait l'air plus âgé, les cheveux argentés, maintenant complètement blancs, mais ses yeux étaient les mêmes, gentils, vifs, observateurs. Professeur Cole, je pouvais à peine y croire. Il a souri. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais que tu dirigerais une grande entreprise de traduction maintenant. » Le rire qui m'a échappé ressemblait plus à un soupir. La vie est arrivée. Des enfants, un mariage, un divorce. Il a hoché lentement la tête, puis a sorti une carte de son portefeuille. « Appelle-moi. J'ai un ami qui dirige une entreprise de traduction. Travail à distance, horaire flexible. Je pense qu'ils adoreraient quelqu'un comme toi. » J'ai pris la carte, n'osant pas trop espérer. Mais ce soir-là, après que les jumeaux soient couchés, je les regardai longtemps avant d'envoyer enfin un email. Le lendemain matin, j'avais ma première mission de traduction freelance. C'était petit, juste traduire une courte proposition commerciale du français à l'anglais. Mais quand j'ai cliqué sur envoyer ce fichier terminé, j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement, de fierté. Pour la première fois depuis avoir quitté Marc, je me sentais à nouveau capable. Les jumeaux l'ont aussi remarqué.
Aria a dessiné une image de nous trois avec de grands sourires et l'a épinglée au réfrigérateur. Avec une écriture d'enfant d'école maternelle tremblante, elle avait écrit « Nous t'aimons, maman ». Liam m'a apporté un bouquet de fleurs sauvages qu'il avait cueillies dans une fissure du trottoir et a dit « Pour toi, maman, parce que tu travailles dur ». J'ai gardé ces fleurs dans un verre pendant des semaines, bien après qu'elles aient séché, parce qu'elles me rappelaient pourquoi je ne pouvais pas abandonner. Le travail freelance a grandi lentement mais régulièrement. Certains jours, je traduisais des menus, d'autres, des contrats commerciaux, et finalement, j'ai commencé à enseigner l'espagnol aux débutants en ligne pour gagner un revenu supplémentaire. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Chaque chèque de paie, chaque merci d'un client me reconstruisait pièce par pièce. Un soir, je suis sorti sur le balcon, j'ai regardé les lumières de la ville et je me suis murmuré, ça va aller. Mieux que ça. Et pour la première fois depuis des années, j'y croyais. Je ne savais pas alors que la vie me réservait une autre tournure. Une qui me ramènerait face à face avec Marc. Mais cette fois, je serais une femme complètement différente. Une année peut tout changer. Quand je suis entré dans ce restaurant avec Ethan, je n'étais pas la même femme qui avait emballé 2 valises et pleuré derrière un volant. J'avais maintenant mon propre revenu, un travail freelance stable, une liste de clients croissante, et même un petit fonds d'urgence. Les jumeaux s'épanouissaient, et moi aussi. Mais voir Marc à nouveau, c'était comme se tenir devant un miroir qui montrait 2 versions de ma vie. Celle que j'avais et celle que j'avais quittée. Marc était assis au bout de la pièce, riant un peu trop fort, gesticulant avec un verre de vin comme s'il était toujours la star de son propre spectacle. Ses amis, des partenaires commerciaux, à en juger par leur apparence, hochaient la tête, feignant d'être impressionnés. C'était la même performance qu'il avait donnée d'innombrables fois quand nous étions mariés, sauf que maintenant je ne faisais pas partie du public. J'ai senti la main d'Ethan toucher brièvement la mienne sous la table, une question silencieuse. « Tu vas bien ?» J'ai esquissé un petit sourire. « Oui, ça va. » Et ça allait. Un serveur s'est approché de notre table. « Mademoiselle Thompson, votre table est prête à l'étage. Nous vous avons réservé une pièce privée. » La tête de Marc s'est redressée au son de mon nom. Ses yeux ont trouvé les miens, et pendant un instant, il s'est figé. J'ai vu la reconnaissance, puis l'incrédulité. Il s'est levé, renversant presque sa chaise. Ava. Je n'avais pas entendu mon nom depuis plus d'1 an. Cela sonnait étrange, comme un mot qui avait perdu son sens. J'ai souri poliment. Bonjour, Marc. Il m'a regardé, ma robe sur mesure, ma posture confiante, et j'ai pu voir la confusion traverser son visage. Je n'étais plus la femme épuisée en pantalon de yoga et chignon flou. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'entier. Tu as l'air différent, a-t-il finalement dit, sa voix plus basse, presque prudente. Je le suis, ai-je répondu simplement. L'un de ses collègues a ri nerveusement. Marc, vas-tu nous présenter ? Mais il ne l'a pas fait. Il est resté là à me regarder comme s'il essayait de comprendre comment la femme qu'il avait autrefois qualifiée d'ennuyeuse et de sans valeur se tenait devant lui, ayant l'air de ne pas avoir besoin de lui ni de personne pour être complète. Ethan s'est légèrement avancé, sa présence calme mais ferme. Nous sommes en retard, Ava. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Excusez-nous, Marc. Bonne soirée. Je me suis retourné et je suis parti, mes talons claquant doucement sur le sol poli. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il n'y avait aucun désir de crier, aucune envie de prouver quoi que ce soit. La vie que je menais maintenant était une preuve suffisante. Quand nous sommes arrivés à notre table privée à l'étage, j'ai aperçu mon reflet dans une fenêtre. Une femme debout, souriant légèrement, les yeux clairs. Pour la première fois, j'ai réalisé le chemin parcouru et à quel point Marc avait l'air petit maintenant. Pas physiquement, mais dans l'espace qu'il occupait dans mon esprit. En bas, j'imaginais qu'il retournait à sa table, forçant un rire, faisant semblant que ma présence ne le dérangeait pas. Peut-être qu'il se dirait même qu'il s'en fichait. Mais je savais mieux. J'ai vu le flash de regret dans ses yeux. Le calcul rapide de ce qu'il avait perdu. Et cela suffisait. C'était ma revanche. Pas de cris, pas de représailles, juste la paix. Ethan a levé son verre. À de nouveaux départs. J'ai souri,
faisant teinter le mien contre le sien, à être enfin libre. Cette nuit-là, quand je suis rentré et que j'ai jeté un coup d'œil à Aria et Liam endormis, j'ai ressenti un calme s'installer en moi. J'avais eu peur pendant si longtemps que quitter Marc avait brisé ma vie de manière irréparable. Mais en regardant les visages paisibles de mes enfants, le petit appartement rempli de rire et de chaleur, j'ai finalement compris. Le quitter ne m'avait pas brisé. Ça m'avait sauvé. Quand nous sommes sortis du restaurant ce soir-là, l'air de la ville semblait plus doux d'une manière ou d'une autre, comme si même le vent savait que quelque chose en moi avait changé. Ethan m'a raccompagné à ma voiture, m'a offert un sourire chaleureux et a dit « Tu t'en es bien sorti là-bas, Ava ». J'ai ri doucement. Tout ce que j'ai fait, c'est dire bonjour. Exactement, a-t-il dit, ses yeux fixés sur les miens. Tu n'as pas bronché. Ce n'est pas l'Ava que j'ai rencontré il y a un an. Il avait raison. Il y a un an, j'aurais évité Marc, je me serais caché derrière un menu, j'aurais peut-être même quitté le restaurant complètement. Ce soir, je l'avais affronté avec une certitude calme, non pas parce que je voulais lui prouver qu'il avait tort, mais parce que je n'avais plus besoin de son avis. En rentrant, j'ai pensé à tout ce qui m'avait mené ici. Le chagrin, la peur, l'épuisement de recommencer. Il y a eu tellement de nuits où j'ai cru que je n'y arriverais pas, que peut-être Marc avait raison et que je finirais par revenir en rampant. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais du regard dans les yeux de mes enfants. Comment ils comptaient sur moi, croyaient en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Quand je suis rentré, j'ai vérifié les jumeaux. Aria était recroquevillée avec son lapin en peluche préféré, et Liam avait une petite main tendue sur son oreiller comme s'il cherchait quelqu'un dans ses rêves. Ma poitrine me faisait mal, mais pas de tristesse. C'était de la gratitude, pure et écrasante. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai laissé le silence m'envelopper. Ce n'était plus le silence de la solitude. C'était la paix. Il y a un an, je pensais qu'en quittant Marc, je perdais tout. La sécurité, l'amour, la stabilité. Mais debout dans mon petit appartement, j'ai réalisé que j'avais gagné plus que je n'avais jamais perdu. J'avais la liberté. J'avais une carrière construite de mes propres mains. J'avais des enfants qui grandissaient dans une maison remplie d'amour et de rire, pas de contrôle et de mépris. Marc s'était trompé sur moi. Je n'étais pas faible. Je n'étais pas ennuyeuse. Je n'étais pas sans valeur. Et je n'avais pas besoin de lui dire ça. Ma vie actuelle en était la preuve. Le lendemain matin, Aria s'est réveillée tôt et est montée dans mon lit, posant sa petite main sur ma joue. « Maman, pouvons-nous faire des crêpes aujourd'hui ?» Celle avec des visages souriants. Je l'ai embrassée sur le front. « Bien sûr, ma chérie. » Des crêpes, c'est parti. Liam est entré derrière elle, les cheveux en bataille dans tous les sens, marmonnant. « Plus de sirop, s'il vous plaît. » J'ai ri, les serrant tous les deux dans mes bras. Marché conclu. Nous avons fait des crêpes ensemble, un mélange de farine et de rire. Et j'ai réalisé que c'était ça, le bonheur, pas un grand geste ou une vie parfaite que quelqu'un d'autre m'avait donné, mais des petits moments quotidiens que j'avais construits moi-même. Plus tard, alors que j'étais assise à la table de la cuisine en train de siroter mon café pendant qu'ils coloriaient à leur petite station d'art, je me suis murmuré, nous y sommes arrivés. Nous allons vraiment bien. Non, nous allions mieux que bien. Cette nuit-là au restaurant avait été ma clôture. Je n'avais pas besoin de vengeance comme je l'avais imaginé autrefois. Je n'avais pas besoin que Marc admette qu'il avait tort ou qu'il me demande pardon ou qu'il voie mon succès. La vraie vengeance, c'était simplement ceci. Vivre une vie tellement remplie d'amour, de paix et de but que son absence n'était pas une perte du tout. J'ai pensé à ce que je dirais à quiconque se trouvait là où j'étais autrefois. Terrifié, perdu, convaincu que partir les détruirait. Je dirais, tu es plus forte que tu ne le penses. Tu vaux plus que l'approbation de quelqu'un d'autre. Et parfois, perdre ce que l'on pensait avoir besoin, c'est la seule façon de trouver ce que l'on mérite vraiment. Alors que je bordais Aria et Liam ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un espoir profond et inébranlable. Et je savais quoi que l'avenir me réserve, nous irions très bien. Parce que j'avais enfin trouvé ma propre personne, et c'était tout.